question, le cours en question va être basé sur les deux articulations suivantes, la présentation du programme de cours et on va effectuer une introduction à SQL. Donc, le cours normalement est subdivisé en trois parties. Donc, une première partie sur SQL, une seconde partie sur Power BI et la troisième sur Tableau. Et le tout sera sommé par l'attribution d'un projet sur lequel vous allez travailler qui vous permettra de pouvoir réunir les différents outils que nous allons utiliser, que ce soit Power BI, lorsque nous allons essayer, lorsque nous allons créer les rapports, que ce soit Tableau, lorsque nous allons effectuer les différentes visualisations et les analyses statistiques que nous allons faire, ou encore que ce soit SQL, nous allons travailler sur MySQL. Et pour ceux qui probablement auront des licences actives, ils pourront travailler sur SQL Server Management Studio de Microsoft. Donc, à la fin du cours, vous allez recevoir les liens sur lesquels vous aurez à votre disposition à la fin du cours, les liens sur lesquels vous pouvez télécharger SQL Server, euh, MySQL plutôt, vous pouvez télécharger MySQL et vous pouvez télécharger Power BI. Sans plus tarder, alors, les deux sections dont j'ai la charge sont celles de SQL et et de Power BI. Alors, dans la section SQL, nous avons la partie introductive de ce jour que je n'ai pas mentionné dans dans la présentation. La partie introductive de ce jour, normalement, elle va porter sur la définition, l'importance euh, de SQL dans la gestion des bases de données. Donc, vu que SQL s'applique, et c'est le langage que l'on utilise, le langage qu'on utilise dans la gestion des bases de données, qu'elles soient relationnelles ou pas, pour la plupart du temps. On aura donc à définir ce que c'est, montrer son importance dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, puisque c'est sur ces types de bases de données que nous allons travailler. Nous allons essayer de montrer les différents types en fait, les différents outils système de gestion de bases de données relationnelles qu'on utilise au quotidien. Et nous allons montrer aussi comment est-ce que l'on fait pour concevoir des, l'on peut faire pour concevoir l'ensemble euh, de modèles de bases de données que nous utilisons au quotidien. Donc, nous allons parler du modèle relationnel qui est basé sur les entités et les relations. Nous allons faire ressortir les éléments clés pour que chacun d'entre nous puisse mieux comprendre dans les prochains, lorsque nous allons aborder certaines notions dans les prochains cours, puisse mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, des notions de table, des notions de colonne, des notions de contraintes, de relations, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qui concerne la partie introductive de ce jour. Alors, la seconde session va porter sur la création et la manipulation des tables. Donc, il sera question pour nous de montrer comment est-ce que l'on peut créer une base de données. Comment est-ce que l'on peut créer et supprimer des tables. Quels sont les types de données que l'on peut utiliser et comment est-ce que l'on applique les contraintes lors de la création de ces tables-là, vu qu'à l'intérieur, il y a la notion de clé qui s'applique. Donc, il va falloir montrer, déjà expliquer ce qu'on entend par clé primaire, clé étrangère, et voir comment est-ce que cette notion-là s'applique lorsque nous travaillons avec SQL.
Le second point, lors de cette session, le troisième point lors de cette session sera de pouvoir effectuer certaines opérations au sein au sein des différentes tables ou bien de la table que nous aurons créée comme exemple au début. Il sera question pour nous d'effectuer les opérations d'insertion, de mise à jour et de suppression de données dans une table. Vous verrez de manière pratique comment est-ce que ces opérations-là s'effectuent. Alors, la troisième session va porter sur les requêtes SQL. Ici, il sera question déjà de pouvoir montrer comment est-ce que euh, la clause select est utilisée pour pouvoir récupérer les données spécifiques qui sont au sein d'une table. Donc, à cette clause-là, il y a ce qu'on appelle la plupart du temps les opérateurs logiques qu'on va ajouter. On va ajouter les opérateurs logiques à cette clause-là pour la rendre un peu plus agréable. Parce que lorsqu'on fait une sélection de données, il faudrait bien qu'on essaie de définir la quantité ou bien les intervalles de données qu'on aimerait bien avoir. Donc, les opérateurs logiques que nous allons en revoir, il y a les opérateurs pour l'union, il y a les opérateurs pour signifier la négation. Donc, nous allons utiliser le AND, nous allons utiliser le OR, nous allons utiliser le NOT. Ce sont les principaux opérateurs logiques qu'on a l'habitude d'utiliser. Le point suivant, lors de cette session-là, lors de la session qui porte sur les requêtes select, sera celui de l'utilisation des fonctions d'agrégation. En SQL, il y a des fonctions spécifiques pour essayer de réunir un ensemble de données qui peuvent être dispersées sur certaines tables ou bien qui peuvent être au sein de la même table. Donc, à cet effet, nous allons voir ensemble les fonctions d'agrégation telles que la somme, telles que la moyenne, telles que le max, pour trouver la valeur maximale, pour trouver la valeur min. Et nous allons pouvoir effectuer un dénombrement du nombre de valeurs qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc, on va utiliser une fonction telle que count, qu'on pourra utiliser à l'intérieur. Et le dernier point lors de la session portant sur la clause select, les requêtes select, sera de pouvoir effectuer un CRI. Donc, on va montrer comment est-ce qu'on effectue le CRI sur les résultats qu'on obtient à travers la notion du order by. C'est ce que nous allons faire dans cette section. Alors, la section qui porte sur les jointures et les sous-requêtes. Nous allons, dans un premier temps, parler des jointures internes et externes entre les différentes étapes. Pour ça, nous allons utiliser les notions de join inner, right join, left join, outer join, ainsi de suite. Ensuite, nous allons montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les alias pour simplifier les requêtes. Donc, si c'est pas sur une table qui est un nom très long, on peut transformer la table en un alias et c'est l'alias en question qu'on va utiliser au sein des différentes procédures que nous allons créer ou bien les différents ensembles ou fonctions de requêtes que nous allons créer ensemble. Ensuite, bon, pour finir, pour cette session-là, nous allons utiliser la notion de sous-requête qui va nous permettre d'effectuer, de pouvoir concevoir des requêtes un peu plus complexes. Donc, il y aura des moments où on pourra utiliser en fait la notion de jointure. Donc, on va utiliser les fonctions telles que join pour pouvoir essayer de réunir des données qui peuvent être dispersées sur plusieurs tables. Mais il y aura un moment donné où on pourra réunir également les mêmes données en utilisant la notion de sous-requête.
Donc, à travers une requête select, nous allons effectuer un autre select, donc on va faire une sélection dans une autre sélection pour pouvoir effectuer cette réunification ou bien cette réunion des des différentes données qui peuvent être sur des tables différentes. Ensuite, nous allons aborder la session sur le filtrage des résultats avec des clauses telles que where et having. Pour cela, il y a deux principales articulations que nous allons aborder. Nous allons utiliser la clause where pour filtrer les résultats en fonction des conditions spécifiques. Donc, à l'intérieur, on pourra définir des intervalles sur lesquels on veut travailler. Et aussi, dans la deuxième articulation, lors de cette session-là, nous allons parler de la clause having. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour filtrer des résultats d'une requête contenant contenant des fonctions d'agrégation. Euh, la fonction d'agrégation qui est utilisée la plupart du temps ici, donc ce qu'on va utiliser avec having sera on va utiliser un coup by, on va utiliser à l'intérieur. Alors, lors de notre, je peux dire, sixième session, c'est vrai qu'il y aura des sessions qui pourront être jumelées. Aussi, il va falloir qu'on en veille aussi sur le programme de BI vu la durée. Lors, normalement, de la sixième session, on aura des opérations avancées sur les tables. Donc, on va pouvoir modifier la structure d'une table avec notre, notre fonction ou bien notre clause qui est le alter table. On pourra effectuer normalement aussi des suppressions de tables avec grab table et on aura la possibilité de créer des index pour améliorer les performances de requête. Mais déjà, il faudrait le dire, c'est que lorsque nous allons créer les tables, vu qu'au départ, nous allons définir les clés primaires dans les différentes tables, on aura directement les index qui seront créés sur ces tables-là, qui contiendront des colonnes avec des clés primaires. Donc, les clés primaires ici vont permettre à ce qu'il y ait directement des index qui vont se créer. Mais maintenant, vu qu'il n'est pas question d'avoir, je peux dire, il est question normalement d'avoir des connaissances sur ces choses-là. Nous allons créer donc, nous allons apprendre à créer nous-mêmes ces index-là. La dernière partie sur la section concernant SQL va parler des fonctions avancées. Donc, nous allons ici utiliser des fonctions de date et d'heure. C'est vrai qu'au niveau de la première section, qui est celle de la création et la manipulation des tables, nous allons parler du type date, parce que le type date, c'est un type de données. Nous allons réellement voir comment est-ce qu'on utilise euh, ce type-là lors de notre dernière session en SQL, où nous allons parler de son utilisation, comment est-ce qu'on peut utiliser les fonctions date, les fonctions liées à la date et liées aux heures. Comment est-ce qu'on peut extraire les données en spécifiant la date à laquelle on veut avoir ces données-là et les heures aussi. Comment est-ce qu'on peut utiliser les fonctions de chaîne de caractères? Donc, comment est-ce qu'on va utiliser les varchar, char, ça dépend. Et aussi, comment est-ce que nous pourrons utiliser les fonctions conditionnelles? Donc, c'est ce qui regroupe grosso modo euh, le programme que nous allons voir en SQL. C'est vrai qu'il y a des parties où nous n'allons pas tout aborder vu la durée que nous aurons ensemble pour effectuer les travaux. Il y a des parties où nous allons survoler, mais tous les aspects qui sont mentionnés ici, ce sont les aspects essentiels du travail que l'on peut faire avec SQL. Et surtout sur la manière d'interroger les bases de données pour en tirer des informations. Alors, la section, Euh,
Junior, avant que tu ne commences, continue, Oui. pardon. Je veux savoir si toutes les autres personnes, c'est OK pour tout le monde. Si tout le monde nous écoute très bien, tout le monde nous écoute très bien. OK, parce que pour résumer tout ce que Junior a dit, parce que je sais qu'il y a certaines personnes ici n'ont peut-être jamais compris SQL et autres choses. Pour résumer en langage familier, en langage très simple, ce que nous allons faire dans la partie session SQL, c'est quoi? Une base de données ici est vue comme une bibliothèque. Donc, quand vous êtes dans une bibliothèque, les informations sont classées par ordre. On met les noms des livres qui se ressemblent peut-être ensemble, les livres littéraires ensemble, les livres telle chose ensemble, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, comment est-ce que on peut faire pour pouvoir chercher un livre dans une bibliothèque? Lorsque, par exemple, vous partez à la bibliothèque pour chercher un livre, le bibliothécaire connaît déjà si le livre c'est littéraire et pas à la colonne, il prend le livre, il vous donne. Maintenant, comment est-ce que, lorsque vous allez créer votre bibliothèque, c'est-à-dire vous allez créer votre base de données, comme M. Junior a dit, quand vous allez créer votre base de données qui est comme une bibliothèque, qui est bien, les informations doivent être bien ordonnées dans votre base de données comme dans une bibliothèque. Maintenant, comment interroger votre bibliothèque, c'est-à-dire votre base de données? À l'intérieur de votre base de données, vous allez créer des tables. Exactement comme Monsieur Junior a dit ici, les différentes tables. Les tables, comme d'une bibliothèque, ça peut être des rangées de livres, comme d'une bibliothèque. Comment est-ce que vous créez ces rangées de livres? Comment est-ce que vous créez des rangées pour pouvoir classer vos livres, des tables? Et maintenant, comment est-ce que vous interrogez? C'est ce qu'on va parler des requêtes maintenant. Comment est-ce que vous interrogez chaque table pour savoir quelle information se trouve à l'intérieur, donc quel livre se trouve à l'intérieur. Or, quand vous arrivez, on peut dire, quand vous arrivez, vous avez il y a une base de données. Quand vous travaillez en entreprise, vous avez il y a peut-être une base de données bien fournie, c'est-à-dire une bibliothèque qui est déjà remplie, des tables qui sont déjà remplies. Maintenant, on vous demande une information. Comment vous pouvez faire pour pouvoir retrouver cette information-là? C'est là où la notion des requêtes, des sous-requêtes entre en jeu. Comment vous allez écrire une instruction, un bout de code pour pouvoir fouiller une information qui se cache à l'intérieur de vos tables qui se trouvent dans une base de données. Donc, tout, toute la partie session SQL-ci, c'est comment est-ce qu'on va faire pour fouiller pour chercher une information, pour mettre une information, pour retrouver, pour chercher une information qui se cache dans une base de données, dans notre bibliothèque. Et n'oublions pas, dans la bibliothèque, il y a les rangées, et les rangées là sont les tables concrètes, et on peut mettre les tables là ensemble, qu'on va parler ici de jointure, comment on peut chercher ces informations-là. Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour que vous puissiez au moins se comprendre et ne pas être perdu dans tout le langage technique qu'on emploie ici. Merci. Junior, tu peux continuer. Merci. Bon, dans la deuxième partie, qui concerne la section Power BI, grosso modo, ce que nous allons faire, c'est, après avoir effectué ensemble les recherches pour ressortir les données que que nous voulons utiliser, nous allons passer à la partie qui va nous permettre de pouvoir visualiser ces données. Donc, nous allons pouvoir créer des graphes, nous allons pouvoir créer un ensemble de, de rapports pour pouvoir véritablement visualiser les données que nous avons eu à extraire des bases de données que nous avons utilisées. Il y a des opérations que nous allons effectuer pour avoir de très bons graphes, des graphes assez expressifs, assez parleurs.
Et nous allons donc pouvoir travailler dessus à travers les différents points qui sont mentionnés là. Donc, nous allons effectuer une, euh, une introduction à Power BI en passant par la présentation déjà du logiciel que nous allons utiliser. Nous allons présenter les différentes parties, les différentes parties principales du logiciel qui vont nous aider durant les différents échanges que nous allons avoir. Aussi, nous allons montrer comment est-ce que on peut créer dès le départ un, un rapport et à quoi est-ce que ça renvoie. Qu'est-ce qu'un rapport? Qu'est-ce qu'un rapport peut contenir? Et nous allons faire un exemple pratique pour que vous voyez comment est-ce qu'on peut créer un rapport, comment est-ce qu'on peut euh, euh, recueillir des informations pour avoir un simple rapport. Parce que dans la suite, nous allons directement entrer dans la méthodologie d'importation des données au sein de Power BI. Alors, nous allons montrer comment est-ce que, dans le deuxième point, comment est-ce que on va connecter notre application ou bien notre logiciel à une source de données et comment, après cette connexion-là, nous allons récupérer les données qui se trouvent dans les différentes bases de données pour que ces dernières-ci puissent s'afficher devant nous. Donc, ça va nous servir d'interface comme machine dans Power BI va jouer ce rôle-là pour que nous puissions avoir accès aux données et que nous puissions les voir. Donc, nous allons pouvoir récupérer les données à partir des bases de données. Nous allons pouvoir récupérer les données à partir des fichiers Excel que nous pourrons manipuler. C'est qu'on pourra se connecter à un bon nombre de sources de données, que ce soit des sites Internet sur lesquels nous pourrons nous connecter, que ce soit des données dans le cloud que nous pourrons récupérer. Il y a une multitude de sources de données auxquelles nous pourrons nous connecter pour pouvoir récupérer des données et voir comment les formater ou bien les transformer pour qu'elles ressemblent à ce à quoi nous voulons qu'elles soient. Et que si on nous a donné un morceau de bois et que je voudrais que le morceau de bois qu'on m'a donné, en fait, ressemble au manche du balai, je vais chercher à façonner ce morceau de bois-là pour qu'il ressemble, pour qu'à la fin, je me retrouve avec le résultat du bâton, du manche d'un balai. Donc, c'est ce que nous allons faire. Après l'importation, nous allons transformer les données pour nous permettre d'équiper d'une forme brute pour avoir une forme qui est à notre convenance, une forme qui nous plaît et que nous allons utiliser que nous allons utiliser dans le futur pour créer des rapports. Alors, la partie suivante est celle qui va porter sur la modélisation des données. Donc, ici, il sera question de pouvoir montrer qu'à travers à travers les relations qui peuvent exister entre les différentes tables d'une base de données, nous pouvons réunir ces données et avoir un élément sur lequel nous allons nous baser pour produire les différents graphiques dont nous aurons besoin. Mais pour cela, on va devoir passer par l'utilisation d'un langage particulier qui est le DAX. Donc, ici signifie Data Analysis Expression. Donc, nous allons passer par le DAX pour pouvoir utiliser certaines formules et pouvoir écrire certaines fonctions qui nous permettront d'effectuer des calculs un peu plus complexes que la simple représentation graphique que nous aurons à faire dès le départ. Alors, il y a des petites formules que nous allons utiliser. Nous allons voir comment est-ce que euh, ces expressions-là se comportent et quels sont les résultats qu'on obtient à la fin. Est-ce que les résultats qu'on obtient à la fin
sont ces résultats-là que nous avons voulu dès le départ. Ce que nous allons faire au niveau du troisième point, dans la section BI. Dans la quatrième section, nous allons donc passer à l'ajout des différents graphiques à travers les données qu'on aura déjà transformées, qu'on aura déjà formatées. Nous allons passer à l'ajout des graphiques et des tableaux, et probablement des cartes géographiques sur notre rapport. Nous aurons un espace de travail qui nous permettra de pouvoir matérialiser tout cela et de manière assez facile. Et nous pourrons éventuellement appliquer des filtres pour effectuer des tri, pour effectuer une sélection particulière des données qu'on voudrait voir s'afficher sur nos graphes et sur les différentes visualisations qu'on aura à faire. Nous allons aussi passer par la phase de personnalisation de visualisation. Ça veut dire que la personnalisation basique qu'on a l'habitude de faire, c'est au niveau des couleurs. Mais vous aurez la possibilité de pouvoir apporter une touche de designer particulière à vos différents rapports. Vous allez produire à vos différents rapports. Il y a un tableau de bord que vous allez produire. Chacun pourra personnaliser son travail à sa convenance. Le cinquième point, le cinquième point il va porter sur l'utilisation des filtres et des slicers dans Power BI Desktop. Donc, pour nous, il sera question de pouvoir effectuer des cris sur l'ensemble des données que nous allons utiliser et aussi de pouvoir créer des tableaux de bord interactifs. Donc, il va falloir qu'on essaie d'interagir avec les différents tableaux de bord que nous allons mettre en place. Et pour ça, on va utiliser les slicers. Donc, ce sera le rôle des slicers de pouvoir nous permettre d'interagir avec le tableau de bord. Et le dernier point, le tout dernier, qui est celui de la création des mesures et des KPI, genre les indicateurs des indicateurs de performance que nous allons mettre en place au niveau de nos tableaux de bord. Donc, nous allons commencer par définir les mesures, différentes mesures que nous allons utiliser pour calculer les indicateurs clés de performance. Ça, c'est le premier point que nous allons aborder. Et le deuxième est que nous allons utiliser ces indicateurs clés de performance pour suivre les performances de notre système que nous devons mettre en place. Donc, à partir ici, nous constatons qu'à partir d'un certain seuil, si nous avons fixé un taux à ne pas dépasser, disons comme ça, au niveau de notre indicateur, et que ce point-là nous sert de référence. Lorsque nous dépassons ce seuil-là, il y a de l'alerte qui est générée pour nous permettre, pour attirer notre attention, en fait. Donc, c'est à ça que va nous servir les indicateurs en question. À partir de là, on pourra savoir est-ce que nous nous rapprochons des objectifs, est-ce que nous éloignons des objectifs, quelle peut être la durée, quelle peut être la durée pour atteindre les objectifs, quels peuvent être les éléments qui bloquent l'atteinte des différents objectifs. Ouais. Ce sont des outils, c'est un outil qui va vous permettre à vous de pouvoir faciliter la prise de décision. Et en ayant fait ces graphes, en ayant effectué ces différentes visualisations, ça vous permettra de pouvoir et effectuer facilement des décisions, de pouvoir facilement élaborer des plans en tenant compte des différents indicateurs.
Donc, grosso modo, c'est ce que nous allons voir dans ces deux sections. Donc, j'ai la charge. Je ne sais pas si tout le monde est OK ou s'il y a des incompréhensions pour qu'on revienne dessus. Est-ce que nous pouvons continuer? D'accord. Je suppose qu'il n'y a pas d'incompréhension, que ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'introduction à SQL, ce que c'est que SQL, euh, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, euh, quel est son apport dans tout ce qui concerne l'administration des systèmes de base de données, l'extraction de données. Donc, nous allons voir ensemble tout cela à travers cette introduction de ce jour pour notre première session ensemble. Alors, euh, SQL ici pour Structured Query Language va représenter ce langage de programmation-là qui va nous permettre de gérer les données dans une base de données relationnelle. Il aura donc pour but de nous permettre de pouvoir structurer nos différentes requêtes. C'est-à-dire que il va nous donner la possibilité de pouvoir dire exactement le type le type de données dont nous avons besoin, de quelle quantité de données nous avons besoin, et aussi de pouvoir définir, de pouvoir parfois nous baser sur des intervalles de temps pour pouvoir extraire une certaine quantité de données. Parce que avec ce langage, on a la possibilité de pouvoir interroger des bases de données qui ont d'importants volumes de données. Donc, à travers une simple instruction que nous allons écrire, nous pourrons avoir en notre possession un nombre assez important de données que nous pourrons utiliser à notre guise. Donc, c'est le rôle particulier du langage SQL. Et maintenant, le nom n'a pas été choisi au hasard, parce que chaque mot dans, dans ce sigle-là a une signification assez importante et qui a permis à ce qu'on choisit cela comme nom de langage de requête. Alors, les trois éléments constitutifs de ce sigle-là ont une signification. Lorsqu'on parle de structurer, ça fait allusion à un type de langage qui va suivre une certaine méthodologie d'écriture et qui est régi par un certain nombre de règles qui va permettre à ce qu'on puisse euh, façonner des instructions qui seront validées par euh, la sémantique associée à la syntaxe de ce langage. Le deuxième qui porte sur query permet de demander l'ensemble d'informations à la base de données en utilisant des critères de sélection, des critères de prix et des critères de recrutement. Donc, ici, on peut utiliser, pour la sélection, on pourra utiliser la clause de select. Pour le prix, on pourra utiliser la clause where, dans laquelle nous allons cliquer d'autres clauses.
Et pour le regroupement, on pourra utiliser des clauses telles que groupe by, qui vont nous permettre de pouvoir euh, réunir ou bien de pouvoir définir des groupes sur lesquels nous voulons travailler ou bien à partir d'un élément de nous ressortir, c'est la liste euh, des éléments liés à celui que nous sommes en train d'interroger. Maintenant, le troisième mot qui est celui du language. Fait simplement comprendre que le langage va être composé de mots-clés et de symboles, ainsi que de certaines conventions qui vont permettre de former le vocabulaire qu'on va utiliser au sein de ce langage de requête. Donc, à l'intérieur, comme tout langage de programmation, il y a une syntaxe qu'on suit et chaque langage a son vocabulaire et sa grammaire. Donc, les mots en question n'ont pas été choisis au hasard. C'est chaque mot représente en fait un caractère particulier du type de langage qui est utilisé. Alors, l'importance du langage SQL pour le système de gestion de base de données relationnelles ici est que ce dernier, déjà, comme nous l'avons vu lors de la présentation du programme, c'est qu'il va nous permettre non pas seulement de créer, mais de modifier et supprimer les bases de données, les tables, les colonnes des tables, les clés, qu'elles soient primaires ou étrangères, qui vont se trouver dans les différentes tables que nous aurons eu à créer ou bien que nous aurons à manipuler, de pouvoir changer les différentes contraintes ou bien de pouvoir ajouter des contraintes aux expressions ou bien à certaines colonnes que nous aurons eu à créer au sein des tables. De pouvoir créer des index, de pouvoir supprimer ces index-là, de pouvoir avoir des vues, supprimer des vues, pouvoir créer des procédures. Durant notre formation, on va vraiment toucher de bout en bout ces différentes notions, que ce soit les colonnes, les clés, contraintes, les index, les vues, les procédures. On aura vraiment à toucher tout cela. Dans un deuxième temps, le langage SQL montre son importance dans le cadre où il permet de sélectionner, permet d'insérer, de mettre à jour, de supprimer, de trier, de filtrer, de regrouper et de joindre les différentes données qui peuvent être existantes sur les tables que nous manipulons. Et qu'à partir du langage SQL, on aura la possibilité de pouvoir faire ressortir l'ensemble de données qui peuvent nous aider dans le cadre d'un problème que nous voulons résoudre. Si nous prenons, par exemple, le cas d'un, disons ça comme ça, comme le docteur a dit tout à l'heure, le cas d'une bibliothèque pour peut-être connaître les étudiants qui ont emprunté un style de livre particulier. On aura donc la possibilité d'effectuer des sélections et d'effectuer une sélection et aussi de pouvoir trier puis filtrer et regrouper ces étudiants-là. Parce qu'on pourra avoir des données liées peut-être à un style de livre particulier, et ainsi de suite. Donc, on aura la possibilité de pouvoir mettre en avant toutes ces actions-là pour acquérir l'ensemble des données nécessaires euh, pour connaître les étudiants qui ont emprunté un livre bien particulier, un style de livre particulier. Alors, la troisième importance avérée du langage SQL par rapport à la gestion au système de gestion de base de données relationnelles,
est celle qui va nous permettre de pouvoir gérer des données qui sont à la fois complexes et volumineuses. On va utiliser certaines fonctionnalités avancées, comme dans le cadre de l'entreposage de données, qui est le data warehousing, ou encore la fouille de données, où on parle du data mining, ou encore dans le secteur de la prise de décision, quand on se retrouve dans le cadre du business intelligence, on va encore nous permettre de pouvoir effectuer de l'analyse statistique, de pouvoir produire de manière récurrente des rapports et aussi de nous faciliter euh, l'ensemble des graphes, de production de graphes que nous aurons à faire pour la visualisation. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de dire. Y a-t-il des questions? Ok. Alors, Allô? ouais, ouais. Il y a un souci? Oui, j'ai levé la main, oui. Moi, c'est Romanique. Bonjour déjà, D'accord. prof. Bonjour. Oui, vous avez parlé du langage SQL. Bon, moi, avant, quand je suivais SQL, je croyais que c'était les bases de données. Je ne sais pas quelle est la D'accord. différence ici entre bases de données et langage. Ok. Le langage est celui-là que l'on va utiliser pour la conception des bases de données qui seront mises en place lors de nos cours. Donc, SQL, c'est le langage. Maintenant, D'accord. il y a des systèmes qui utilisent ce langage-là. Je vous ai parlé des systèmes de gestion de bases de données. Vous allez Oui, retrouver des logiciels tels que il y a SQL Server Management Studio de Microsoft, il y a MySQL, il y a, euh, il y a encore un système lié à Oracle qu'on utilise. Tous ces systèmes-là ont ceci de particulier qu'ils jouent le même rôle en fait. Ils vont nous permettre de pouvoir créer des bases de données. Mais maintenant, pour, pour pouvoir donc effectuer les différentes tâches liées à ces bases de données, que ce soit la création, que ce soit la modification, que ce soit la suppression, que ce soit insertion des données, le cri des données, euh, interrogation des données, on va passer par ce langage-là. C'est celui-là qu'on va utiliser pour pouvoir effectuer ces différentes tâches-là. C'est un peu comme lorsque vous décidez peut-être de concevoir peut-être des jeux. On va vous dire que la programmation du jeu est spécifique à tel langage si on veut effectuer telle tâche. Donc, c'est de la même manière que le langage SQL se positionne dans le monde de la gestion des données, de la gestion des bases de données. Le langage SQL est incontournable lorsqu'il s'agit de pouvoir effectuer des actions précises comme l'interrogation des données, la création des bases de données, la suppression des bases de données, modification via la mise à jour des bases de données. Le langage SQL demeure incontournable dans ce secteur. Est-ce que ça va? oui, ça va. Bon, maintenant, j'ai une deuxième question. Oui.
Oui, je pense que vous avez bien expliqué la différence entre langage et base de données. Bon, maintenant, si j'ai une base de données, comment savoir que je dois utiliser, par exemple, le langage SQL? Parce que je pense que S, ça veut dire peut-être, bon, comme vous avez défini là, S vient de structurer, quoi. Oui. Et comment donc savoir que je dois utiliser le langage SQL au lieu d'un autre langage? Déjà, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre base de données? Bon, si par exemple, on me donne par exemple une base de données, je suppose qu'ici nous sommes dans l'optique d'appliquer peut-être des techniques de machine learning, par exemple, à la base de données. Oui. Et comme la préparation des données, Mhm. euh, est-ce que c'est automatiquement important de passer par le langage SQL pour pouvoir préparer les données? Ou bien le langage SQL est seulement là pour, par exemple, associer les données? Je ne sais pas. Ah, ok. Bon, j'espère t'avoir bien compris. Euh, Ton souci est de savoir si on n'aura pas un autre langage à utiliser que SQL pour avoir accès aux données. Effectivement. C'est ça ton souci, n'est-ce Effectivement. pas? Oui, oui. Ok, d'accord. Eh bien, euh, sache que à chaque fois que tu voudras avoir accès aux données des différentes de tes bases de données que tu auras, il faudra que même si vous êtes en train de mettre en place un système de machine learning, il faudra que tu associes un bout de code SQL qui te permet de récupérer ces données-là. Si c'est Ok, dans une d'accord. base, si c'est une D'accord. base de données. Donc, je vais pas dire, je vais pas, on va pas prendre peut-être des cas en machine learning ou en deep learning, si on prend peut-être les cas de ce qui ne concerne pas les bases de données, on va prendre peut-être les cas des fichiers Excel, n'est-ce pas? Ok. OK. Là-bas, on sait automatiquement qu'il y a des fonctions qui sont des modules qui sont déjà prêts à l'emploi, qui nous permettent directement de faire la lecture du fichier Excel. C'est bien ça? D'accord. Oui. Bon. Maintenant, on se rapproche du cas des données sur SQL. Pour pouvoir extraire ces données-là et permettre la lecture dans nos différents outils qu'on a, que ce soit dans les cas peut-être du machine learning. On va utiliser les bouts de code SQL associés au langage qu'on va utiliser pour pouvoir extraire ces données-là et les visualiser ou bien les utiliser afin d'effectuer les travaux que nous voulons faire. D'accord. D'accord. C'est bon pour moi. D'accord. Une autre personne a une question? Nous allons passer à la diapo suivante. Alors, la différence que l'on effectue entre les systèmes de gestion de base de données et les systèmes de gestion de base de données relationnelles est très simple. C'est que il y a une qui est comprise dans l'autre. Bon, il y a un système qui est compris dans l'autre, autant pour moi. Le système de gestion de base de données va comprendre en son sein les systèmes de gestion de base de données relationnelles. Le système de gestion de base de données, lui, il est ce logiciel-là qui va permettre de créer, de gérer et d'interroger les bases de données. À la différence du système de gestion de base de données relationnelles, qui, lui, est un système de gestion de base de données, mais qui est basé sur le modèle relationnel. C'est-à-dire que les données ou bien les bases de données qui seront créées auront une structure particulière qui va être gérée par le modèle particulier, c'est table relation qui va exister au sein de votre base de données. Ça veut dire qu'il y aura des relations entre les différentes tables que vous allez utiliser. Nous avons dit qu'en d'autres termes, il va organiser les données en tables qui seront reliées entre elles par des clés.
Et vous avez dit que dans les clés ici, il y a les notions de clés primaires et les notions de clés étrangères que nous allons clairement voir et expliquer lorsque nous allons effectuer notre deuxième session d'échange. Alors, la différence fondamentale ici est que le système de gestion de base de données, lui, peut utiliser plusieurs modèles de données. Or, le système de gestion de base de données relationnelles, lui, il est basé sur un seul type de données. Donc, il va utiliser pas un type de données, il est basé sur un modèle de données qu'on appelle le modèle relationnel. Vous avez quelques exemples de systèmes de gestion de base de données qui sont aussi les mêmes, qui sont des systèmes de gestion de base de données relationnelles. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On peut continuer. Ah, c'est bon pour moi. Alors, parmi les systèmes de gestion de base de données relationnelles, voici, je peux dire, les plus Junior, je pense importants. qu'il y a Aïcha qui a Oui, une oui, question. Ah, oui, bonsoir à madame. tous. Oui, Oui, bonsoir. étant donné qu'on dit ici là que le système de gestion de base de données est un logiciel, j'aimerais savoir s'il existe d'autres logiciels qui sont semblables à ceci. Ou alors, autre question, qu'entendez-vous par système de gestion de base de données comme étant un logiciel? Moi, je ne comprends pas très bien le sens de cette définition. Bon, ok. Si dans la définition, on a résumé le système de gestion de base de données comme étant un logiciel, c'est parce que, en fait, lors de la manipulation des différentes données ou bien les différentes bases de données que nous utilisons au quotidien ou bien avec lesquelles nous interagissons au quotidien, c'est parce que les systèmes en question sont basés sur l'utilisation d'un logiciel particulier qui permet de manager, qui permet de manager l'ensemble des bases de données avec lesquelles nous interagissons. Donc, le système en question va à ce moment-là se résumer à l'utilisation du logiciel qui, en son sein, a des ramifications qui permettent de gérer un ou plusieurs choses au même moment. Et cela, on se comprend. Non, vraiment, je n'ai pas très bien compris. Je dis ceci. Le système de gestion de base de données a ceci de particulier que en son sein, il y a des fonctions particulières qui sont utilisées pour qu'on puisse avoir accès aux données. Maintenant, ces fonctions particulières-là, il y a la partie accessible qui va nous permettre de pouvoir gérer nos différentes données, de pouvoir gérer la partie sécurité de nos données, de pouvoir interroger nos données, de pouvoir modifier les données. Donc, maintenant, si on réfère cela à un logiciel, c'est parce que, en fait, la structure à laquelle nous avons accès dès le départ, c'est l'interfaçage proposé par l'outil que nous utilisons. Donc, en fait, ici, c'est l'outil en question qui représente le SGBD. C'est l'outil que nous utilisons au quotidien qui représente le SGBD. Et c'est lui qui nous permet, via son interface, d'avoir accès aux différentes données et de pouvoir effectuer les différentes manipulations que nous voulons faire sur les données en question. Ok, je pense que là, maintenant, je comprends un peu mieux. En mettant dans les exemples de SGBD, vous avez cité Oracle, MySQL, SQL Server. Ce sont des logiciels ou bien alors ce sont des langages.
Non, ce Tout à sont l'heure, vous des... avez parlé des Oui, langages excuse-moi. SQL. Oui, vous avez parlé tout à l'heure des langages SQL. Je ne sais pas si dans les exemples, ce sont les langages qu'on utilise dans ce logiciel ou bien alors les différents exemples là, ce sont plutôt les logiciels qu'on utilise. D'accord. Les exemples qui ont été euh, cités, ce sont des logiciels. En fait, ce sont des structures qui peuvent avoir en leur sein l'utilisation de plusieurs logiciels liés à la gestion de bases de données. Et maintenant, ces derniers vont utiliser comme langage le langage SQL. Ok, c'est bon. Merci. Il y a une autre question? C'est bon pour moi. C'est bon. D'accord. Alors, je dirais que les fois, Et j'ai la main en l'air. oui, Et je voudrais savoir, oui. je voudrais savoir s'il n'existe que le modèle relationnel et le modèle non relationnel. À part ces deux modèles, est-ce qu'il y a d'autres modèles? C'est vrai que les deux modèles que j'ai à ma connaissance, ce sont ces euh, modèles sur lesquels on se base pour concevoir les bases de données. Euh, pour gérer les données, je sais, bon, à ma connaissance, ce sont les types de bases de données sur lesquelles on s'appuie pour interagir au quotidien. Bon, les bases de données relationnelles sont pour la plupart utilisées lorsque on a un certain type de données à manipuler, c'est-à-dire des données qui vont se baser sur la structuration en table. Et maintenant, les bases de données non relationnelles vont permettre à ce qu'on puisse avoir d'autres types de modélisation de données qui puissent exister, où on n'aura pas forcément besoin d'avoir un langage, un langage tel que le SQL. Bon, avoir d'autres méthodologies d'approche, mais pas forcément de s'appuyer sur le SQL pour pouvoir avoir accès aux données. Bon, à ma connaissance, ce sont les deux que j'ai en tête. Je ne sais pas Oui. s'il y a un autre modèle. Si je peux ajouter quelque chose, oui, pour une réponse certaine, je vais dire oui, il y a deux types de méthodes pour interroger les bases de données. Il y a le modèle relationnel et le modèle non relationnel. Étant donné qu'on a deux types de systèmes de gestion de bases de données, système relationnel et système non relationnel. En fait, les systèmes relationnels que M. Guetta explique depuis, c'est le plus ancien système. C'est des systèmes qui existaient depuis plusieurs années, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un système qui a été standardisé et qui a été standardisé. Maintenant, euh, dans les systèmes de gestion des bases de données relationnelles, il y a, comme le système était standardisé, on utilise un seul type de langage. Toutes les bases de données non relationnelles utilisent le SQL pour pouvoir interroger les bases de données, les tables et autres choses qu'on va apprendre ici. Maintenant, à côté, vu l'avènement des données grandissantes, il était important de pouvoir créer d'autres types de bases de données pour pouvoir sauvegarder les données qui viennent avec une volumétrie importante, une vitesse importante et une variété importante. C'est là qu'on a créé les bases de données non relationnelles. Maintenant, on a les bases de données non relationnelles qui prennent en compte tout type de données. Donc, tout type de données, on peut sauvegarder des bases de données non relationnelles. Par contre, dans le relationnel, on sauvegarde uniquement les données qui sont structurées, c'est-à-dire les données qu'on peut sauvegarder sous forme qui sont représentées comme une table, sous forme d'une table. Or, dans non relationnel, n'importe quel type de données, on peut sauvegarder images, vidéos, textes, et ainsi de suite. Tout, on peut sauvegarder dans les bases de données-là. Et de nos jours, il y a d'autres types de bases de données qu'on appelle les graphes QL. Mais généralement, certaines personnes prennent ça comme les bases de données non relationnelles aussi.
Merci. Merci bien. D'accord. Hmm, Bien. Dans les exemples cités dans le slide précédent, nous avons évoqué MySQL, nous avons évoqué Oracle et nous avons aussi évoqué SQL Server. En fait, chacun de ces systèmes de gestion de base de données relationnelles a sa particularité. Déjà que si on prend peut-être le cas de MySQL, MySQL ici est l'un des systèmes de gestion de base de données relationnelles les plus utilisés. Donc, il est très utilisé pour la création des applications web et aussi il présente des compatibilités avec d'autres langages de programmation comme Java, PHP, Python. Donc, ce qui permet de pouvoir avoir une assez bonne performance au niveau de son utilisation. Oracle, de son côté, va se positionner, hein, si je peux dire ça comme ça, il se positionne sur le secteur concernant les systèmes de gestion de base de données relationnelles comme étant le leader. Lui, avec Oracle, il y a assez de flexibilité en termes de solutions liées à la gestion des bases de données. Donc, lui, par contre, il est assez robuste et il a un niveau de sécurité assez accru comparé aux autres. En son sein, on va trouver un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre d'effectuer un certain nombre de tâches. Je crois dans les slides précédents, j'ai eu à vous parler de l'utilisation des systèmes de base de données, des systèmes de gestion de base de données pour la gestion des volumes assez énormes de données. Donc, dans son cadre, Oracle va proposer des solutions qui vont permettre de pouvoir mettre en œuvre l'entreposage de données, de pouvoir gérer le partitionnement des données et pouvoir effectuer la clusterisation au niveau des données aussi. Alors, le tout dernier, qui est SQL Server, lui, c'est celui que Microsoft a eu à développer et qui parfois est associé à d'autres logiciels comme Power BI, Excel. Et lui aussi a cette particularité-là qu'il peut permettre à ce que on puisse effectuer l'entreposage de données. Bien. Vu qu'il travaille, il est connecté au système Windows. Lui va utiliser le langage .NET que lui va utiliser et il va permettre à ce qu'on intègre à son sein un bon nombre d'outils. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir utiliser, il a une partie qui est liée à l'analyse de services, à l'analyse de données. Donc, on va parler de le SSAS, qui est aussi créé par Microsoft. Il y a le SSIS, qui est toujours utilisé par Microsoft. Il y a Power BI et il y a tout ce qui concerne la suite Office. Donc, c'est la partie la plus utilisée pour les calculs, qui est Excel. Donc, elle va permettre de pouvoir développer tout ce qui est lié à l'entreposage de données, à l'intelligence des affaires, donc à la prise de décision, tout ce qui est business intelligence. Vous pourriez le faire avec SQL Server. Ça concerne les trois, Wikipédia, les trois logiciels de système de gestion de base de données les plus utilisés. Alors, vu que notre cadre de travail sera axé sur les systèmes de gestion de base de données relationnels,
il est donc question pour nous de pouvoir savoir de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on entend système de gestion de base de données relationnelles. Le mot relationnel là provient de quoi? En fait, le mot relationnel ici va provenir du modèle, du modèle mis en place pour créer la base de données. C'est ce qu'on appelle le modèle relationnel. Donc, le modèle relationnel en question, ici, va définir la façon dont nous représentons et nous manipulons les données dans la base de données en se basant sur les tables, les colonnes et les clés. Il va donc nous permettre de définir la structure, de pouvoir définir les contraintes et l'ensemble des opérations que nous aurons à effectuer sur les différentes données que nous aurons à manipuler. C'est sur ça que se réfère le modèle relationnel. Maintenant, ce dernier peut se présenter comme suit. Donc, il s'était basé sur les tables, les colonnes et les clés. Vous voyez que nous avons une notion de clé primaire et de clé étrangère. La clé primaire va permettre d'identifier de manière unique chaque entrée qu'il y a au niveau de la table. Si nous prenons peut-être le cas de la bibliothèque évoquée par le docteur tout à l'heure, chaque livre a un identifiant unique au sein d'une bibliothèque qui lui permet de pouvoir être répertorié seul. Ça veut dire que la recherche dans un système peut être faite à partir de l'identifiant-là et pour nous permettre de ressortir l'élément lié à cette idée. C'est la même chose lorsque vous êtes peut-être client d'une banque. Vous êtes répertorié avec le numéro de compte bancaire. Mais maintenant, il y a un identifiant client qui est utilisé pour réunir tous vos comptes bancaires. Ça veut dire que si on veut connaître la quantité de comptes bancaires, le nombre de comptes bancaires dont dispose chaque individu, il suffit d'entrer son identifiant et on aura la liste de tous les comptes bancaires qui sont reliés à votre personne. Donc, c'est à ça que va servir l'utilisation des clés. Bon. Maintenant, dans le modèle relationnel tel que vous le voyez, il y a la notion de table, il y a la notion de colonne. Alors, à quoi renvoient les tables? Les tables ici vont renvoyer à l'ensemble d'enregistrements que l'on va effectuer. Et ça va nous permettre de représenter les différents faits, avec les différentes valeurs qu'on voit. C'est à l'intérieur de la table qu'on va pouvoir les répertorier. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, dans cette table qui est celle nommée Aura Ranking Games, il y a un ensemble, d'attributs. Vous voyez, ces attributs en question représentent les colonnes. Les différents attributs-là représentent les colonnes. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette table, voici les différentes colonnes qu'on va retrouver. Mais maintenant, est-ce qu'on sait dans ce à quoi renvoie une colonne? Nous ne le savons pas. Donc, la colonne ici représente en fait cette caractéristique des enregistrements dans la table. C'est à ça que renvoie la colonne. Et que lui, il va renvoyer à une particularité de l'enregistrement qu'on a eu à faire dans la table. Comme vous avez dit, je vous ai parlé de la clé primaire. Maintenant, il y a aussi la notion de clé étrangère. La clé étrangère ici va représenter cette colonne-là qui permet de faire référence à une table ou à une colonne d'une table. Elle nous permet de
de pouvoir indiquer quels sont les éléments de l'autre table auxquels on pourra avoir facilement accès. Donc, on peut avoir accès à la table entière, on peut avoir accès à certaines colonnes de la table via l'apparition de la clé étrangère dans une autre table. Donc ici, la clé étrangère met en exergue ici la table qu'on appelle pour la plupart du temps la table référencée, c'est-à-dire la table à laquelle on fait allusion. Et ici, à l'intérieur, vous avez les foreign keys, ici, avec le F. C'est ça là. Donc, quand vous verrez, lorsque nous allons travailler, on va parler de foreign keys. Ce seront les clés étrangères. Ces clés étrangères ici proviennent de trois tables. Nous avons la table plateforme. Nous avons qui provient de la table plateforme où on a juste récupéré l'ID, qui est plateforme ID. Nous avons la table genre lookup où on a récupéré l'ID, qui est genre ID. Et nous avons la table publisher lookup où on a juste récupéré l'ID qui est publisher ID. C'est-à-dire qu'on pourra avoir accès à toutes ces tables-là à partir de notre table principale qui est celle d'Oracle Ranking Games, qui va vous permettre de pouvoir tirer les informations provenant des autres tables. Est-ce que c'est bon à ce niveau? Est-ce que c'est bon à ce niveau? Y a-t-il des questions? Bon, j'aimerais savoir Oui, si je pas dans les colonnes. Position, c'est une colonne, c'est ça? position. Ah, oh. Oui. Ben, ta plateforme ID là, c'est aussi une colonne. Oui, plateforme ID va représenter une colonne. Ah, mais cette colonne-là vient avec une clé étrangère, c'est ça? Ou bien c'est comment? Cette colonne-ci fait allusion, fait référence à cette table-ci. Parce que c'est à cette table-ci qu'elle apparaît. Ça veut dire qu'à partir de cette colonne-ci, n'est-ce pas? À partir Oui. de cette colonne-ci, je pourrais accéder aux éléments qui se trouvent dans cette table-ci. Qu'est-ce que vous permet de savoir ça? C'est ça que je voudrais savoir. Parce que je vois que la relation, c'est tellement publisher. On n'a pas de plateforme à l'intérieur de notre table. Vous n'avez pas de plateforme à l'intérieur de quelle table? La table qui est à gauche là, où il y a Oracle pour un publisher. Ah, non, 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 non. Je dis ceci. À partir de cette table-ci, n'est-ce pas? Oui, oui. Je pourrais avoir accès aux données provenant de cette table-ci parce qu'il y a la clé étrangère qui a eu à migrer chez moi. Donc, elle a sa clé primaire, la clé primaire de Publisher Lookup a migré dans la table de Ranking Games. Donc, à partir de Ranking Games, je peux avoir accès à toutes les données qu'il y a au niveau de la table Publisher Lookup. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi avoir accès aussi à tous les données qu'il y a à table en haut. Oui, à partir de Ranking Games, je peux avoir accès aux données qu'il y a au niveau de plateforme Lookup et au niveau de genre Lookup parce que toutes ces tables-là, il y a une migration de leur clé primaire chez Ranking Games qui sont là en tant que clé étrangère qui permettent à ce que, à partir de Ranking Games, je puisse avoir accès à ces différentes tables-là. D'accord. Alors, bon, vu que nous avons terminé avec les différentes caractéristiques de ce qui peut constituer le modèle relationnel, il y a un ensemble d'étapes que l'on suit pour la plupart du temps pour pouvoir concevoir un modèle relationnel, parmi lesquels, dès le départ, il est question de pouvoir définir le but et le périmètre
de la base de données que vous voulez créer. Dans un deuxième temps, il va être question de créer le modèle conceptuel de données. Puis, on va appliquer les différentes formes normales qu'il y aura à appliquer sur le modèle conceptuel de données pour normaliser le modèle conceptuel de données. Donc, si je m'arrête d'abord sur ces trois-là, le premier élément qui est de définir le but et le périmètre des données va nous permettre d'identifier les besoins et les objectifs fixés pour la création de notre base de données. On va donc pouvoir relever ici les différentes entités, différents attributs qui vont être stockés dans notre base de données. Le deuxième point qui est celui de la création du modèle conceptuel de données. Lui, par contre, lui va nous permettre de pouvoir faire une représentation graphique des différentes entités que nous devons créer. Les entités ici représentent les tables. Donc, les différentes entités que nous devons créer, ainsi que les différentes caractéristiques qui vont être logées dans ces tables-là, donc les attributs qui vont être logés dans les entités. Et maintenant, on va devoir définir les relations qui peuvent exister entre les différentes entités, entre les différentes tables qui vont faire partie de notre modèle. Donc, à ce niveau-là, on va utiliser, au niveau de la modélisation UML, ce qu'on utilise souvent, c'est un diagramme de entité-relation. Ce qu'on utilise souvent au niveau de la représentation des diagrammes en UML, ce qu'on utilise. Le troisième point, qui est celui de normaliser le modèle conceptuel de données. On va lui appliquer les différentes règles de normalisation qui sont les formes normales. En fait, il y en a un bon nombre. Je crois qu'il doit y en avoir 5, si je ne me trompe pas, qu'on applique sur le modèle conceptuel de données pour pouvoir éviter la redondance et l'incohérence des données dans le système que nous allons mettre en place. C'est pour ça qu'on utilise cela. Donc, après avoir donc passé ces trois étapes qui sont les étapes majeures pour la création d'un modèle relationnel, on va donc créer le modèle logique de données. C'est une étape qui fait référence à la traduction du modèle conceptuel de données en modèle logique. Donc ici, on va essayer de définir les tables, les colonnes, les clés, les contraintes et voir aussi les index qu'il y aura au sein de notre base de données. Bon, la toute dernière étape, qui est celle de la création du modèle physique de données, faire référence ici à tout ce qu'on pourra avoir comme logique de données dans notre système de gestion de base de données. Donc, à ce niveau-ci, on va donc utiliser l'un des systèmes de gestion de base de données que nous avons vu précédemment. Et à ce moment, on pourra donc choisir le type de données que nous allons utiliser, ainsi que les valeurs statiques ou variables de ces données-là. Donc, pour chaque colonne, on va définir un type de données, on pourra aussi éventuellement définir la valeur maximale ou bien la valeur variable qui sera utilisée pour pouvoir mesurer si les données en question respectent ce qui a été dit dès le départ. Donc, ce sont les 5 étapes primordiales qui vont nous permettre de créer un modèle relationnel. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, si
S'il vous plaît, je n'ai pas très bien compris en quoi consiste le modèle logique de données et le modèle physique. Ça n'a pas été très clair dans l'explication. Le modèle logique et le modèle? Physique de données. D'accord. Le modèle logique de données, n'est-ce pas? Le modèle, s'il vous plaît, veuillez bloquer vos micros. S'il vous plaît, veuillez bloquer vos micros. Mannequin, Chafak, Julie, Francine. Julie, Francine, veuillez bloquer vos micros. Veuillez bloquer votre micro. OK. Vous disiez ne pas avoir compris le modèle, la création du modèle logique de données et la création du modèle physique de données. C'est bien ça? Effectivement. D'accord. D'accord. Je disais que le modèle logique de données ici va se baser sur le modèle conceptuel de données. Ce qu'on va faire, c'est que on va définir, à ce niveau-là, on va définir les tables qu'on va utiliser, les colonnes. On va définir les clés qu'on va utiliser et les contraintes qu'on va imposer sur des colonnes spécifiques de ces tables-là. Ensuite, on va créer des index pour permettre la création éventuelle de notre base de données. Donc, on va mettre en place la logique de création de la base de données en question. On va se référer au modèle conceptuel qu'on aura eu à faire et on va faire une traduction de manière littérale de cette base de données-là. La traduction littérale, là, c'est en utilisant le langage SQL. Oui, on va utiliser le langage SQL pour le faire. Maintenant, pour le dernier point qui est la création du modèle physique de données, n'est-ce pas? Pour la création du modèle physique de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'un des systèmes de gestion de base de données. Et ce qui sera fait par la suite, c'est qu'à l'intérieur de ces systèmes de gestion de base de données, on va effectuer des choix sur le type de données, sur les valeurs par défaut que pourront prendre chaque colonne. Est-ce des valeurs statiques? Est-ce des valeurs variables? Il faudra qu'on puisse le définir, on puisse définir le type avec les valeurs en question. Ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est gérer tout ce qui va concerner la sécurité de la base de données. Lorsqu'on va faire la création du modèle physique de données, tout ça va à l'intérieur, au niveau de que ce soit la sécurité des données, que ce soit la performance du système en question. Le type de données ici, là, n'est pas plutôt élaboré au niveau du modèle conceptuel. Au niveau du Modèle conceptuel, c'est pas la base. Oh. Français, Aïcha et Francine. Francine, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît.
l'élaboration du type de données ici. Au départ, au modèle conceptuel de données, on va définir les types de données sans toutefois parler des valeurs que vont prendre les données en question. On va parler peut-être si on prend le nom, on va dire que ce sont des chaînes de caractères. On va utiliser. On va utiliser les chaînes de caractères. Aïcha, s'il vous plaît, veuillez couper votre micro. Pareil pour Francine, s'il vous plaît, coupez vos micros. Donc, utiliser, on va utiliser les valeurs. Lorsqu'il va s'agir de mettre en place sur le modèle physique, on va utiliser les valeurs. On va donc spécifier les différentes valeurs qu'il faudra attribuer à ces types-là pour les différentes colonnes. Au modèle conceptuel, on aura les types de colonnes. Éventuellement, les types de colonnes qu'on voudra mettre en place, qu'on voudra utiliser pour la conception de notre base de données. Bon, on n'aura pas à spécifier les valeurs en question, ou bien la taille des différentes colonnes, la taille des données que peuvent contenir les différentes colonnes. On n'aura pas à spécifier cela. Par contre, lorsqu'on passe au modèle physique, on est déjà à la phase, pratiquement à la phase d'implémentation. C'est-à-dire qu'à ce niveau, nous sommes en train déjà de programmer. Nous sommes déjà en train de programmer la mise en place de notre base de données. Donc, à ce niveau-là, il est question qu'on spécifie tout. Du type de données, la taille des données qu'on peut avoir. Serait-ce des valeurs variables, des valeurs statiques? Il va falloir qu'on spécifie tout cela. Est-ce que c'est OK? Ah oui, c'est bon, c'est bon. J'ai mieux compris. Yeah. Alors, les quelques avantages que j'ai pu répertorier concernant les bases de données, système de gestion de bases de données relationnelles, est le fait que dans ces derniers, on aura la possibilité d'avoir une facilitation au niveau de la manipulation des données. Ça, c'est le premier avantage qu'on peut avoir. Le deuxième est que ce dernier peut nous permettre d'avoir une bonne qualité des données à utiliser. Et aussi, il y aura une cohérence dans ces données-là. On saura que, en fait, on ne peut pas avoir de données erronées. Nous ne pouvons pas avoir des données qui peuvent être différentes les unes des autres, même si elles se trouvent au sein d'une table. Ça, c'est l'avantage qu'on peut avoir. Et comme dernier avantage est le fait qu'on va pouvoir gérer des données à la fois complexes et volumineux, qu'on pourra donc qu'on pourra modifier et structurer à notre guise, en fonction de notre convenance ou en fonction du problème auquel on fait face et qu'on souhaiterait résoudre. Donc, c'est la brève introduction concernant notre première session de ce jour sur le langage SQL et le type de système sur lequel nous allons travailler, ainsi que les modèles associés que nous allons créer au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette formation.
Je vous remercie. S'il y a des questions, nous allons les prendre et essayer d'y apporter des éléments de réponse. Y a-t-il des questions? Bon, moi j'ai une préoccupation. Oui. Oui, vous nous avez envoyé 3 logiciels à Ah, installer. d'accord, 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 d'accord. OK, bien. C'est très important. Merci, merci d'avoir soulevé cela. Bien. Pour, euh, pour, pour la partie qui concerne SQL, vous allez installer MySQL. Parce que vous allez, c'est sur ce logiciel qu'on va travailler. Vous allez installer MySQL. C'est bon? Il y a SQL Server là. Il y a un fichier de 4 mégas là. Justement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour le travail sur SQL, vous allez installer MySQL. Donc, ce que vous allez faire, c'est MySQL Workbench. C'est ce que vous allez installer. Bon, moi, Euh, je n'arrive pas à installer ça justement parce que j'ai installé les 2 fichiers volumineux, mais celui-là, là, je n'arrive pas à l'installer. Vous allez installer les deux fichiers volumineux, lesquels? Mhm. Il y a un qui est SSMS, un truc comme ça. SQL Server Management Studio. Et il y a l'autre qui est PI quelque chose. Power BI. Ouais, pas BI. Mais vous n'arrivez pas à installer MySQL. Oui, celui-là, je n'arrive pas à l'installer. Ah bon? Ok. Nous prenons en compte votre problème et nous reviendrons vers vous pour avoir une solution. Bon, d'accord. Y a-t-il une autre préoccupation? S'il vous plaît, sur les logiciels à installer, on nous a envoyé 3 liens, parmi lesquels Power BI, SQL Management et SQL Server. Mais il n'y a pas MySQL. Je ne sais pas si ça entre dans l'un des trois là. On vous a envoyé SQL Server. Oui, SQL Server, c'est SQL Server. SQL Management, un truc comme ça, Ok. et Power BI. Essayez d'installer SQL Server dans un premier temps, n'est-ce pas? Oui. Oui, essayez d'abord d'installer SQL Server parce que l'autre apprenant, lui, il a un problème avec SQL Server, qui est MySQL en fait, parce que c'est SQL Server Workbench. Il a un problème avec SQL Server, mais il dit avoir pu installer SQL Server Management Studio. Il a pu installer cela. Bien. Donc, vous allez installer Power BI et essayez au premier abord d'installer SQL Server au lieu de SQL Server Management Studio. C'est bon, Aïcha? Mais moi, j'ai eu un souci dans l'installation je crois que c'était l'un des deux là. Lorsque j'ai fini l'installation, après, on me demande encore de réinstaller un truc comme SSM. Et lorsque je clique sur ça, ça retélécharge encore plutôt le setup que j'avais déjà téléchargé. Je ne sais pas si à la fin de l'installation, je dois mettre terminé. Mais le truc, c'est que lorsque je mets terminé, ça, ça ne finalise pas l'installation. D'accord. C'est le même souci que les autres ont rencontré. D'accord, d'accord. Ok. Je crois que d'ici là, vous aurez une réponse à ce souci-là. Merci. Mhm. Donc, nous allons Aïcha, essayer de tu as regarder essayé ce qui ne va pas. d'installer SQL Server?
Oui, j'ai essayé SQL Server. Ça ne pèse même pas. Lorsque j'écris sur ça, on me demande encore de retélécharger plutôt, je pense que c'est Effectivement. SQL Management, un truc comme C'est SSMM. Workbench que vous devez, c'est Workbench qui va s'installer. Pour SQL Server, c'est Workbench normalement qui s'installe. Ce n'est pas le logiciel en question. De toutes les façons, je vais regarder ce qui ne va pas il y aura un mail qui vous sera envoyé concernant la procédure à suivre. Dans ma machine, D'accord. je me rends compte que j'ai ma SQL Workbench 8.0. Je ne sais pas si la version là, je pourrais l'utiliser. Si vous avez MySQL Workbench, ça veut dire que installer, essayez d'ouvrir. Déjà, Ok, commencez par là, vous essayez d'ouvrir parce que normalement, c'est avec ce logiciel-là que nous allons travailler dans un premier temps. En fait, les premiers exercices que nous aurons à faire seront basés sur l'utilisation de SQL Server Workbench. d'accord. Ouais. Y a-t-il d'autres préoccupations? Bon, s'il n'y en a plus, je vous remercie de votre disponibilité et à la séance prochaine. Ça me dit, ça pourrait être à quelle heure? Euh, pour le moment, nous n'avons pas encore tablé sur l'heure, mais il est probable que samedi, vous ayez une séance d'exercice, ou bien une séance D'accord. de QCM par rapport à la session introductive. Ok. Euh, Junior, allô? Oui, allô? Oui, donc, Oui, Junior, je disais si tu as fini, si c'était possible de montrer aussi les logiciels là, non, directement sur ta machine pour qu'ils voient un peu. OK, je peux voir. Patientez un peu, s'il vous plaît.